ça va. Tu vois. Je fais la même chose. Dans le micro, comme ça, il fait des réglages. D'accord. Bon. Du coup, tu ne parles plus. Je ne parle plus. Non, je ne parle plus parce que je vais manger. Donc, si tu veux un peu d'asthme. Pour tous les misophones qui écoutent et qui ne supportent pas les bruits de bouche. Oui, on va faire un best-of misophonie avec tous les bruits de bouche qu'on a. Mais c'est moi. Hein. Donc, parmi tous mes tocs, oui, il y Elle a a ça. bugué pendant Ouais. l'enregistrement de la voix. Elle dit, Ah ouais. mais non, moi j'entends quelque chose. Oui, Lui, j'ai il dit, découvert. on n'entend rien. J'ai découvert ça. Que quand je parle, je sais pas, c'est quelque part, je parle un peu du nez. En plus, j'ai l'impression que ce n'est que d'une narine, celle-ci, la droite. Ah ouais, mais on l'entend, je l'entends dans l'oreille droite, oui. Et donc, oui, ça m'a rendu complètement dingue. Ah, sur Prisme ? Oui. Oui. Parce que tu fais une voix off ? Non. Ouais. Peut-être quand on viendra au cinéma dans les discussions, on reviendra là-dessus. Ou alors on continue et le podcast il a commencé depuis 10 minutes. Hein. Oui. Mais il y a quand même les questions préalables pour que les gens sachent avec qui nous sommes. Oui. Mais oui, mais ça c'est ton travail de monteuse. Ah putain, ouais, bah c'est ça. Oui. Faire semblant. À la fin, vous allez vous présenter. Non, on fait je pas vais mettre semblant. ça. Le documentaire, on ne triche pas. C'est toi qui l'as dit, j'ai entendu. C'est vrai. Ben, on peut tricher, mais c'est juste que... Mais il faut le dire alors qu'on triche. C'est pas qu'il faut le dire, c'est qu'il faut, pour tricher, il faut déjà une base relationnelle qui permet qu'on puisse tricher sans qu'on ne le remarque. Et si dans la relation, il n'y a pas ça, on peut faire semblant autant qu'on veut, il n'y aura rien du tout. Donc il y a une base relationnelle dans le documentaire qui fait que on peut tricher, parce que la relation est tellement forte que c'est plus tricher, parce qu'il y a une relation forte. Ouais. Pour ce 23e épisode, on n'a pas triché et vous allez entendre que ce qui lie nos deux invités, c'est même plus que ce qu'on pourrait appeler une relation forte. D'un côté, nous avons Rosine Backam, réalisatrice de documentaires, de fiction aussi, une raconteuse d'histoires. De l'autre, Bwanga Pilipili, également passeuse de récits sous diverses formes, notamment par son travail d'actrice. Elles nous retracent ensemble leur parcours, de leurs rencontres lors des études jalonnées de difficultés, jusqu'à leurs envies de collaboration future, en passant par l'éthique et l'exigence qu'elles insufflent à chacun de leurs projets. On parlera même de 2 cas spécifiques de co-création sur lesquels elles ont été invitées. Le film Prisme pour Rosine et la pièce Simon Garfunkel My Sister and Me pour Bwanga. En abordant l'écriture, la réalisation, le théâtre, le cinéma, elles questionnent la place du chef, du pouvoir, de la manière dont on l'exerce ou on l'impose, du collectif, du poids de la colonisation pas ou mal adressée, et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On vous invite évidemment à aller découvrir, si ce n'est déjà fait, leur création. Tous les liens sont en barre de description. Installez-vous confortablement, servez-vous une tisane, vous écoutez Amour, Gloire et Chips. Maureen, c'est toi qui... Pourquoi tu nous mets ensemble déjà, hein? C'est ça. Pourquoi je vous mets ensemble ? Parce que Rosine Backam, si je t'avais dit de venir toute seule, serais-tu venue ? Je n'en suis pas certaine. Bon, alors... Moi, on peut se présenter, enfin, tu vois, et L'une puis après, l'autre ? ouais, et puis on complétera, Bien sûr. tu vois. Donc, Il n'y a pas de modus operandi, Voilà. c'est comme vous le sentez. Alors, j'ai rencontré Rosine à l'INSAS. Je suis rentrée à l'INSAS en 2008, on est sorti en 2012, et j'ai fait le film de fin d'études de Rosine. Voilà, j'ai lu un scénario qui m'a touchée, qui m'a bouleversée, puis j'ai rencontré une personne qui m'a... enfin, ouais, une sœur, on s'est comprises, et puis... donc ça, c'était vraiment le projet. Et puis il y a eu vraiment dans le travail, et là, ça a été une âme sœur, vraiment. C'était, il y avait une évidence, il y avait une exigence sur le plateau. Il y avait justement cette question d'assumer, ben voilà, je suis la capitaine et on va embarquer, on va faire la traversée ensemble, et ça va aller. Et donc, il y avait aussi une manière de m'amener dans un travail de comédienne, d'actrice, que personne n'avait fait. Et donc, j'avais cette intuition que on allait faire un petit bout de chemin ensemble, et qu'on allait grandir ensemble. Il y avait une évidence pour moi
que j'avais pas fait ces 4 ans d'année pour rien. Parce que donc, pour en revenir à C'est moi que vous allez faire chier. Voilà, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé l'INSAS à 30 ans. J'avais une petite fille, et je l'ai toujours, mais qui avait 1 an à l'époque, donc maman. Donc autant dire qu'il y a des profs qui étaient plus jeunes que moi. Et puis, je pense que c'est vraiment, je mens pas, hein, le hasard et beaucoup de chance qui font que je suis rentrée cette année-là. Un autre jury, je rentrais pas. C'est pas le hasard. Non, mais il y a le boulot, mais il y a quand même ce hasard qui compose ces personnes-là, qui sont là parce que tu vois, dans les autres, ils n'ont pas fait l'autre jury, et c'est tout qui dit, elle a quelque chose. Il y a un truc, c'est brouillon, c'est parce que donc j'avais pas fait d'études de théâtre, d'académie, de ceci, de cela, tout était à apprendre. Je viens pas du tout d'un milieu artistique. Voilà, je connais personne. Enfin, au niveau des textes, là, pendant 4 ans, on allait te citer des noms, je ne connais pas. Et c'est ça, au niveau aussi oui, même des nationalités, c'est quand même 3/4 de français, et donc on te fait comprendre qu'il n'y a pas l'éloquence, qu'il n'y a pas cette rhétorique, surtout que peuvent avoir un peu l'éducation ou la pédagogie, cette espèce de cursus-là n'y est pas, et donc il y a quand même ce côté où, tiens, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Toi, femme de 30 ans, noire, maman, toujours en couple, où t'as pas d'histoire tragique à vendre. Voilà, j'ai eu des parents qui m'ont adoré et que j'adore. J'ai grandi dans un quartier, dans une cité où, mais on s'aime, quoi. Et il y a pas de narratif comme ça où tu peux commencer à mettre telle étiquette, et donc où je vais pouvoir vous servir la soupe. Et donc, ça a été, oui, 4 années, on les découvrira aussi plus tard, mais de lutte, de revendication, et puis aussi d'une espèce de formatage, en fait, qui ne dit pas son nom. Donc dans les écoles où moi je suis vraiment, donc quand on dit comme en stat là, la donnée marginale, bon bah c'est moi, quoi. Et donc c'est et c'est mais là-dedans il y a quand même l'un ou l'autre prof qui accompagne ce parcours, cette espèce de naïveté aussi que je peux avoir, tu vois, par rapport à ce que sont des études artistiques. Et puis il y a des camarades aussi de classe beaucoup plus jeunes qui ont cette générosité aussi de se dire, bah oui, elle est plus vieille ou elle est plus grande, mais donc différente, mais so what? Et c'est vrai que la première année, on ne peut pas réellement t'éjecter ou doubler en école d'art, puisque ce sont des notes un peu subjectives. Et donc, on va essayer de te réorienter, on va te décourager, il y a tout ça, mais on ne peut pas t'éjecter. Mais je sentais que c'était toujours hyper inconfortable et que j'étais toujours sur la sellette. Donc, il y a eu une première année, et puis, ok. Puis la deuxième année, bon, ben, ça va un peu mieux parce qu'il y a cette insécurité, mais il y a aussi un petit jeu de compétition qui se joue dans les écoles d'art, de star system aussi, tout ça et tout. Et voilà, moi, je veux pas rentrer là-dedans, quoi qu'il arrive. Je fais les choses parce que je les sens, parce que je suis comme ça, et pas par calcul. Il n'y a pas de stratégie. Et c'est vrai que rencontrer Rosine, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi d'une condition comme ça et d'une expérience commune, puis de l'apaisement aussi. Et puis, en même temps, je me rends compte que j'ai affaire aussi intuitivement, mais à une grande réalisatrice, quoi. Parce que donc toi, tu étais rentrée en, je sais pas le nom de la section... En interprétation dramatique. Interprétation dramatique, et Rosine, du coup, en réalisation. Ouais. Et donc, j'ai fait des études de marketing management avant. J'ai travaillé là-dedans. Donc, j'avais déjà une carrière professionnelle. Donc, avant ça, aussi de relations publiques. Et donc j'ai démissionné et tout ça. Donc, je connaissais déjà le monde du travail, et puis avec tout ce que ça comporte, et son quotidien, son exigence et tout ça. Et puis là, tu te
tu redeviens étudiante, aller chercher ton organicité à 8 heures du mat, tu vois, avec un bébé de 1 an, voilà. Et donc, c'est ce parcours-là et dont on ne tient jamais compte. Donc, on va attendre que tu connaisses ton texte au cordeau. Alors, on s'en fout si ta fille, elle fait ses nuits. On va attendre que tu ailles boire des coups jusque je sais pas quelle heure. Alors que non, t'as un tas de trucs. Et cette espèce de vie-là, et c'est... Enfin, voilà. Ah, mais tiens, si tu as envie d'être un peu cool ou un peu ci, un peu ça, faut faire ça. Je peux pas. Et puis après, j'ai pas non plus... Il y a des choses aussi où on va pas me la faire. Tu vois, je suis pas quelqu'un, je pense, de manipulable. Donc... toutes les personnes qui ont un peu des tendances gourou, ça passe moyen. Et c'est réciproque. Donc, voilà, c'était assez hostile. Et donc, très vite, puisque pendant longtemps, c'était 3 années, puis l'interprétation dramatique, puis c'est passé à 4 ans. Donc, dès la 3e, je sais que je veux bouger et tout ça, mais il faut terminer. Et puis, il y a le projet de Rosine qui arrive quand même assez tôt dans l'année scolaire. Et je me dis, OK, on va faire ça. Je passe les détails de... parce qu'en plus, ça, ils n'aiment pas trop que les acteurs de théâtre fréquentent ceux de cinéma, alors que moi, j'avais choisi cette école-là pour ça. Mais oui, donc je découvre ça et on veut décourager. Et puis, tu as ton projet de fin d'études. Et avec ça, j'ai un premier contrat. Donc, on y arrive. Donc, les monologues du vagin qui arrivent à la Toison d'Or. Et au début, on me dit, OK, fais-le. C'était assez dingue. C'était assez dingue. Et donc, je me retrouve à faire ce projet de Et sortie. c'était une belle réponse aussi Ouais. à ce moment-là précis, Ouais. à toute l'équipe Non, professorale oui, parce qu'en fait, de l'INSAS. c'est ça. C'est ce qui se passe, c'est que j'ai ce projet, donc les monologues, enfin, ce projet, c'est ce premier contrat qui arrive. Je suis en 3e année. Et on se dit, OK, on va se débrouiller pour qu'en 4e, tu fasses ta production de sortie et tu valideras donc ton cursus. Il n'y a pas de souci. Sauf que l'été, on me dit, non, en fait, ça va pas être aussi simple, c'est pas possible. Tu ne peux pas jouer à la Toison d'Or et donc faire les monologues du vagin, dont un texte qui me tient particulièrement à cœur, et valider ton année. Donc, autrement dit, tu la valideras l'année prochaine, sauf que je termine l'école à 34 ans, pas 35. C'est pas comme quand on te dit, au lieu de 24, ça sera 25. Là, je me dis non, sachant en plus le parcours de combattant que c'est pour avoir ce statut d'artiste, je me dis non, c'est trop juste. Et puis, comme j'avais aussi ce côté... Vous m'avez dit oui, on ne peut pas revenir là-dessus. Ouais. Et là, ce fut une première bombe quand j'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça, quoi. J'ai dit non, je ferai les deux. Surtout qu'il y a eu des cas où ça s'est posé. Donc, j'ai dit, mais pourquoi tout d'un coup, ça me tombe dessus et je ne peux pas, alors que je sais que tel, l'année passée ou il y a 2 ans, a pu. Et donc, cette espèce d'injustice-là, m'a réveillé chez moi l'ado que je suis toujours, qui a fait no way, ça ne passera pas. Et déjà à ce moment-là, donc Rosine m'accompagne, me soutient et comprend l'enjeu. Et simplement être entendu, écouté, conseillé, des moments comme ça où tu dis mais c'est normal, c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on fait ce bout de chemin depuis. Alors tout ça se termine quand même très très bien. Donc j'ai fait les deux, j'ai réussi les deux. Bon, il y a eu une petite humiliation au niveau après des mentions, tout ça, une petite, voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Mais surtout, c'est que depuis que je suis sortie de l'école, j'ai la chance, je sais pas, de travailler. Ça n'arrête pas. Ouais. Ça n'arrête de pas, travailler, c'est je pense incroyable. beaucoup, mais dans de très beaux projets, avec de très belles personnes. Et ça n'a pas de prix. Et donc, je pense que ces 4 années-là, je sais pas moi, de fight, d'abord m'ont formé vraiment à être extrêmement déterminée, à être vraiment, oui, une vraie guerrière, à aller chercher avec les dents ce que je veux, à pas céder, mais aussi m'ont fait comprendre de l'importance d'être bien entourée, aussi, et puis de ne pas céder à la facilité. Mais c'est vrai que cette exigence que j'ai rencontrée avec Rosine et que je rencontre avec Rosine dans le travail, c'est-à-dire de l'importance d'avoir un cadre safe, donc des gens gentils, bienveillants, respectueux, mais néanmoins rigoureux. Ouais. Ouais.
Bah, Ça se je dis confirme. oui parce que je t'ai vu sur un plateau de tournage et je t'ai vu travailler. Et donc, tu es la douceur incarnée, mais à un moment sur le tournage, ça file droit. Tu tiens ta barque. Ça, on aime ça. Ça, on aime. Mais c'est pas ce qu'on m'a dit à ça. Ouais. Oui, Non, mais c'est pas ce qu'on m'a on dit les non emmerde plus. avec ça. Non, mais c'est vrai, c'est pas ce qu'on m'a dit non plus. Moi, j'ai entendu des choses vraiment horribles, atroces, extrêmement violentes. Mhm. Et c'est vrai que là, de plus en plus, il y a tout, tout- tout- tous ces mouvements qui se sont formés, qui disent, bon, bah, tu sais, comme paye ton tournage, paye ceci, ça. Et donc là, c'est paye tes études et tout. Et ce que tu entends en école d'art, où les gens font un peu des yeux taurons et tout ça, ils découvrent cette violence-là. Mais c'est des choses, mais inouïes, vraiment, enfin, et je me dis, heureusement, et ça, c'est peut-être un peu aussi peut-être l'avantage que j'ai eu, c'est heureusement que je les ai faites à 30 ans. Mm. À 20 ans, Mhm. je me jetais par la fenêtre, honnêtement. Et c'est pas simple, il y a quand même des choses aussi à assainir de ce côté-là aussi. Donc, donc de protéger bah oui, les plus vulnérables dans les écoles d'art et ailleurs. Et ça se joue là aussi. Mais oui, moi, c'est à l'INSAS que j'ai vraiment découvert que le réalisateur, c'était le chef. C'était celui qui... Moi, je n'envisageais pas les choses comme ça parce qu'au Cameroun, c'est pas comme ça que je travaillais. Pour moi, c'est des gens qui se mettaient ensemble Mhm. pour, euh, pour matérialiser quelque chose, mettre en place quelque chose. Et là, voilà, c'était ma première confrontation à l'INSA, c'est que moi, j'arrivais pas à prendre le pouvoir. Donc, du coup, pour moi, à l'INSA, les gens me disaient, t'es pas faite pour la réalisation parce que t'as pas le caractère, t'as pas tout ce dont on a besoin de Mm. toi pour être réalisatrice. Mais sauf que moi, c'est pas comme ça que j'ai envisagé la réalisation. Mais surtout, c'est que, et tu as dit le mot, c'est le pouvoir. Le pouvoir. Et en fait, c'est ce que les uns projettent sur ce que c'est une figure de pouvoir ou le pouvoir Mhm. n'est pas ce que les autres projettent. Mhm. Avoir le pouvoir, c'est quoi? L'expression même du pouvoir chez les dominants n'est pas la même que chez les dominés. C'est pas donc rien que ça déjà c'est intéressant et on le découvre justement là pendant 4 ans 5 ans enfin là dans les études c'est tout d'un coup quoi c'est à celle qui parlera le plus fort mieux qui Mhm. aura le dernier mot qui aura dit Celle qui ceci c'est méprisera. que, et tout ça et pour moi c'est du vent t'es Mhm. chef mais moi j'ai pas voté pour toi Ouais. parce que tu n'as pas les qualités du chef. Tu n'as Mhm. pas, tu as juste l'étiquette, si tu veux, tu as acheté la Golden Card, tu l'as, mais il n'y a rien. Et c'est du vent. Et donc, on va. Et de là se posent aussi les questions de posture et d'imposture. Mais il y a quand même cette chose-là parce que ça, c'est ici. Mais quand tu suis un peu les séries américaines et autres, et tout doucement, on va te dire non, maintenant, ceux qui ont le pouvoir, c'est les scénaristes. Ouais, Tu c'est vois, ceux qui écrivent l'histoire. c'est ceux qui écrivent, qui maintenant deviennent DA, et puis qui ceci, que cela. Tu vois, donc tu te dis quand même, il n'y a rien à faire. En France, Belgique, même combat, on est quand même toujours un peu à la trend. Mhm. Tu vois, donc, et puis on va dire, c'est les studios, c'est la chaîne, c'est ceci. Enfin, Mais il y a une volonté à garder cette hiérarchisation ah oui, dans le cinéma ici en Europe qui est juste incroyable, alors que un film sans une actrice ou un acteur devant, c'est rien. Sans un technicien, j'aime pas dire le mot technicien, sans ces personnes qui mettent la lumière, qui tirent un travelling, c'est rien du tout. Alors si on commençait par leur donner toute la place que toutes ces personnes ont, voilà, ça ramènerait une autre dimension à notre travail, à notre manière de nous regarder et de nous considérer tout simplement. Mais ça, c'est un travail que je veux pas m'attaquer à ça, mais la seule manière pour moi, c'est de juste travailler comme j'ai envie de travailler et d'insuffler l'énergie que j'ai envie d'insuffler avec les gens que j'ai autour de moi.
Est-ce que aussi c'est ça. pour ça, du coup, que très vite s'est posé la question de monter ta propre boîte de prod pour pouvoir Un faire... peu, ouais. un peu, un peu, parce que je rencontre une résistance dans ce que j'ai envie de raconter et comment j'ai envie de raconter ça. C'est que déjà, je n'aimerais pas avoir d'intermédiaire entre les gens que je filme et moi, parce que je vais avoir ce rapport direct que j'ai jamais eu et que j'ai rarement vu dans certains films, où je sens qu'il y a un rapport direct entre la personne qui filme et la personne qui raconte l'histoire. Donc voilà, je voulais mettre ces deux postes ensemble. Mhm. Et, et à l'école, pour moi, c'était impossible déjà de le formuler. Moi, j'étais réalisatrice, je devais être en dehors. Donc avoir cet intermédiaire d'une personne entre moi qui va exprimer. Sauf que c'est le même rapport colonial un peu. De laisser, pour moi, c'est comme ça que je visualisais ça, c'est que je vais laisser quelqu'un interpréter ce que j'ai envie de raconter. Et je ne voulais pas ça. Peut-être je le ferai, mais à ce moment, j'ai besoin de ce rapport direct-là. Tu parlais un moment de la question de la représentation de qui fait du cinéma pour qui. Du coup, est-ce que c'est ce qui t'a poussé, toi, vers le cinéma? Oui, oui. C'est parce que ce que je voyais ne m'était pas adressé. Les films que je voyais ne racontaient pas ce que je vivais, ne me représentaient pas, ne racontaient pas des histoires qui étaient en lien avec mon quotidien ou mon histoire. Oui, j'ai eu envie de faire du cinéma pour ça, pour d'abord me voir des gens qui me ressemblent, voir des histoires qui se connectent à moi, à d'où je viens, à comment je me représente, comment je me vois. Oui, tout à fait. Mais après, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, malheureusement, et ils ne font pas tous du cinéma. Font autre chose pour essayer d'exister d'une certaine manière moi je l'appelle dans prisme, dans ce monde qui se veut homogène, quoi. Donc voilà. Du coup, pourquoi, du coup, toi, tu as choisi ce langage-là, par exemple? Oh, parce que toute petite, j'avais quelque chose, mon imaginaire, c'était mon refuge, dont je m'imaginais des choses pour essayer de surmonter le quotidien, pour essayer de m'évader, de me protéger. Oui, je me racontais déjà moi-même des histoires. J'écoutais un comédien, Gaël Kalimindi, je sais plus. Camille Dilléo, hein. Oui, c'est ça. Et qui disait, oui, que son imaginaire, c'était une manière de se mettre des peaux invisibles. Oui, c'est ça, c'est que l'imaginaire te permet d'être quelqu'un d'autre, d'être ailleurs, dans un autre espace, sans toutefois bouger. Et mon imaginaire me permettait ça. Je ne savais pas que je me racontais des histoires. Et puis le cinéma est arrivé comme ça par hasard. Après mon bac, je cherchais quelque chose à faire qui était de l'ordre de la communication, mais sans vouloir être journaliste ou travailler à la télévision, bien que je sois passée par là, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Et j'ai très vite compris que c'était raconter des histoires. Et, euh, et comme je n'avais pas eu une culture littéraire, je ne voulais pas, je suis pas allée vers la littérature, mais parce que ce qui nourrissait mon imaginaire, c'était d'abord les images avant les écrits, avant les livres. Donc c'est pourquoi j'ai choisi le cinéma, parce que mon premier rapport à l'autre a été via une image et pas par des mots, pas par des textes. Et pour moi, c'était plus naturel pour moi d'aller vers les images. On, on reste, il y a quelque chose qui nous lie essentiellement, c'est notre humanité, c'est au-delà de notre couleur de peau, c'est au-delà de notre histoire. Et c'est surtout ça qui, euh, bien que je veux représenter les gens qui me ressemblent, je veux d'abord raconter cette humanité-là qui nous relie au-delà de ça,
parce que bien que je voyais ces films qui ne racontaient pas du tout ma réalité, mais il y a quelque chose qui m'est lié à ces gens-là. C'était cette humanité que je retrouvais, qui est l'amour, qui est la foi, qui est la lutte euh, et la résistance, la résilience. Et voilà, et ça, il n'y a pas besoin de mettre noir à côté de ces mots-là pour qu'on puisse ressentir ces émotions ou ces sensations-là. Mhm. Quand je filme Sabine, je veux montrer d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de Sabine et qui soit quelque chose euh, où tout le monde, quelle que soit la couleur de peau, pourrait s'identifier. Je ne filme pas d'abord Sabine en tant qu'Africaine, je filme Sabine en tant que personne et en tant qu'Africaine parce qu'elle est exclue en tant qu'Africaine. Ça, je veux le dire. Mais je veux d'abord filmer Sabine en tant qu'être humain, en tant que femme. Et quand je filme ma maman au Cameroun, je veux la filmer d'abord en tant que personne, en tant que femme. Et j'aimerais que d'autres femmes ailleurs, différentes d'elle, de sa culture, de son contexte, puissent s'identifier à son histoire avant sa couleur de peau, avant le fait qu'elle soit camerounaise, qu'elle soit bamileke et le reste, quoi. Tes films sont autrement appréciés dans les pays anglo-saxons qu'ils le sont en Belgique et en France. Est-ce que tu as une idée du pourquoi, du comment ou... Pour moi, c'est très lié à la colonisation et au rapport au reste de cette colonisation-là. C'est juste que je pense que dans ces pays-là, les gens ont une vision très claire de ce que doit être l'Afrique ou le cinéma ou la littérature africaine qui leur appartient, qui leur appartient. Et justement, quand on sort un peu de ce qu'ils ont comme idée, c'est un peu compliqué de pouvoir trouver une place. Je définis ça comme ça parce que ça a été un peu difficile pour moi en Belgique pour ça, parce qu'il fallait qu'on me faisait comprendre que ce que j'avais envie de raconter, c'est pas ce qu'on avait envie de voir. C'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir. Et du coup, euh, c'est compliqué de faire accepter, de faire comprendre. Alors le théâtre, je m'y connais beaucoup moins, mais je pense qu'il y a quelque chose de similaire tout de même. Mais le cinéma, clairement, c'est un art collectif. C'est collectif, mais la réalisation collective, c'est quelque chose qui se pense en amont. On ne peut pas décider comme ça de faire une réalisation collective. Quand il y a une réalisation collective, il faut qu'il y ait une direction commune Ouais. qui soit établie avant. Ça doit être pensé, ça doit être Oui. écrit. Et du coup, dans cette écriture, le récit s'organise aussi et les tâches en même temps. Et du coup, quand il n'y a pas ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et en même temps, je pense que en réalisation, c'est quelque chose de compliqué. Et que la réalisation collective, on sent que les gens qui décident de réaliser ensemble sont extrêmement liés. Ouais. Et que, voilà, et que c'est juste le prolongement d'une relation, quoi. Et des gens comme ça qui décident de réaliser ensemble, c'est pas simple. Oui, de manière un peu artificielle. J'aimerais avoir un exemple, mais je n'en ai pas. Ça existe. Il y a Adil et Bilal. Moi, j'ai fait Black. Adil et Bilal, voilà, se sont rencontrés en école d'art, en école de cinéma, réalisent ensemble et font tout, tous les deux. Mais on sent qu'on est dans une complicité, dans une connivence extrême, vraiment. Et c'est comme ça qu'ils continuent à faire les choses à deux. Pour moi, c'est ça, c'est le prolongement d'une relation. Ouais. C'est pas quelque chose qui naît d'un projet. C'est difficile qu'il y ait une collaboration. Oui, en fait, c'est une union qui existe Oui, déjà, et de déjà, ça naît un projet. Oui. Ouais. Mais moi, et c'est vrai que ça m'interroge beaucoup. Je pense que ça a toujours été un peu une de mes obsessions, mais là, aujourd'hui, plus qu'hier,
c'est ce qu'on met dans le mot collectif. Mhm. Dans faire corps ensemble, tu vois, c'est, tu vois, et rassembler. Tu vois, ne pas être d'accord dans un collectif, ça arrive. C'est drôle, on parlait de ça il y a pas très longtemps. Donc, c'est David Murgia qui disait, voilà, moi, je fais partie d'un collectif, mais et il disait la même chose, dans le collectif, il y a un chef, il n'y a pas de chef, il y en a 5, il y en a... tu vois, et qui assume être chef ou pas, qu'il est naturellement ou légitimement, qui est... Et il y a tout ça. Et force est de constater que bah, pendant justement mes études à l'INSAS, il y avait... je faisais partie de, de, bah, de ce qu'on appelait facilement un collectif qui proposait des performances dans la rue, et puis d'ailleurs ici à Scarbeck, et puis qui travaillait sur la rencontre, sur le trouble de l'espace public, mais aussi sur le questionnement donc, de la représentation et de qui regarde et puis qui est acteur, qui ne l'est pas, tout ça. Mais c'était une porteuse de projet qui avait cette vision-là et puis qui a emmené les gens dedans, mais qui après s'est épuisé aussi, il faut le dire, parce que c'était toujours un peu pirate, tu vois, toujours un peu à la limite bon, on a les autorisations, oui, non, tu vois. Et donc, il y avait, c'est vrai, besoin d'être réellement soutenu. Mais c'est difficile aussi de déléguer quand tu as été autonome et indépendante. Et la chef, tout simplement, n'ayons pas peur des mots, pendant plus de 10 ans, de dire, OK, est-ce que je suis vraiment prête à déléguer? Oui, non. Et est-ce que les gens sont vraiment prêts et prêtes à embrasser réellement ce projet, se l'approprier, le digérer et, euh, et c'est tout ça. Et ça, là, on a commencé, enfin, ici, quand je suis arrivée en disant, bah voilà, moi j'aime beaucoup la solitude. Je me sens pas seule, mais j'aime bien mon côté un peu bulle. Tiens, tiens, Mot-clé mot-clé 2020. mot-clé 2020. Mais j'ai cette chose-là, et même en tant que maman, moi, avec ma fille aussi, je lui dis, non, non, là c'est ma bulle, ça c'est la tienne. Et c'était bien avant que les gens et la grande Sophie nous sortent tout le lexique covidien, mais, mais je trouvais ça important d'avoir ces espaces-là, oui, intérieurs et puis perso, et puis après, comment tu rencontres l'autre et comment justement on fait corps avec l'autre. Et j'ai suivi de loin, malgré tout, les étapes de ce projet, et c'était très étonnant parce que ça faisait écho à ce que à ma propre création aussi théâtrale, où justement on voulait questionner le décolonial, ce que c'est être féministe, donc l'après-MeToo, ce que c'est faire un spectacle ensemble, ce que c'est le duo, la rivalité, et puis est-ce que la rivalité peut être aussi moteur, tu vois, et te tirer vers le haut, et toutes ces choses-là un peu, et les assignations. Et c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il suffit pas de vouloir aborder un sujet pour être réellement prêt à plonger dedans, je trouve, tu vois. C'est avec toute la bonne foi ou la mauvaise foi, qui pour moi c'est la foi, mais la mauvaise, on se dit on va s'accaparer tel type de sujet et on y va. Mais faire, faire corps, et surtout ce regard décolonial et cette déconstruction, elle n'est pas que elle n'est pas que dans le projet. Elle est dans cette façon dont on va dialoguer, cette façon dont on va faire des allers-retours, les critiques, les retours. Ouais, c'est ça, et les, ta propre pratique au dans sens ta large, en dehors pratique. de uniquement ce projet-là. Mais Voilà, c'est comment au quotidien tu chopes ça, dans la façon dont tu vas aller, tu vas te rendre sur ton lieu de travail. Est-ce que, enfin, voilà, qui est mobile, qui l'est moins, tout ça, les rendez-vous qu'on va se donner. Tiens, bah voilà, je vais te donner c'est bête, hein, mais un rendez-vous Zoom, et puis il y a des gens qui sont parents, d'autres pas, et puis comment c'est que tu me donnes ça systématiquement, enfin, tu vois, après l'école, enfin, tu vois aussi, c'est tout un tas de petites choses comme ça que les gens ne questionnent pas, mais voilà, nous on est toutes les deux femmes, mamans. Euh, Moi je sais que par exemple, question collective, tu avais une personne qui avait l'art de vouloir donner des rendez-vous, mais du genre vers le 2 septembre, quoi, pleine rentrée des classes. Bon, c'est chiant. t'es là, donc une fois, deux fois, mais tu dis, mais est-ce que c'est possible qu'on puisse éviter ce genre de petites choses-là? Alors, ça te semble, enfin, tu te dis, mais est-ce que bon, on va essayer de créer un cadre bienveillant, et donc on va se le dire une fois, tu vois, parce que bon, mes horaires, n'ont pas à être plus légitimes ou à être imposés à l'autre, mais tenons en compte quand même.
Et c'est tout un tas de petites choses comme ça qui, pour moi, me révèlent quand même quelque chose de plus profond et de plus systémique qu'il n'y paraît. C'est comment on est quand même dans me, myself and I, quoi, tu vois, et moi et mon confort, et moi et mes angoisses, moi et mes névroses, moi et mes... tu vois. Et à un moment, enfin, je veux dire, on est... Enfin, ok, je veux dire, soyons bienveillants, mais je ne suis pas ta psy. Tu vois. C'est tout, je veux dire, tu vois, restons quand même, il y a une ligne de conduite, il y a des attentes, il y a une certaine exigence, rigueur, et c'est vrai que moi, j'en reviens, quoi. J'en reviens de cette chose-là. Je pense que oui, il faut assumer aussi un moment de se dire, ok, je vais prendre le lead un temps, parce que ça va pas, quoi, ça ne me convient pas, et ça finit par me bouffer, et ça devient toxique pour soi-même, tu vois, et pour le projet, et pour soi. Et je pense que il y a quand même un manque de, oui, de courage, en fait, simplement. C'est qu'on se cache des fois vers des espèces de mots valides ou bateaux, juste pour ne pas assumer cette chose-là, qui à un moment, bah écoute, ça ne va pas. Et ça doit pouvoir se dire. Ça ne sera pas toujours bien énoncé, mais ça doit pouvoir se dire. Et que tu sois d'accord ou non, j'ai autant le droit de pouvoir le verbaliser, de l'exprimer, quoi. Ça ne me convient pas. Et ça, c'est ma limite. Et je pense que c'est sain. J'ai une vague idée de ce dont on parle, mais du coup, les gens qui nous écoutent, probablement pas du tout. Peut-être juste resituer en 2-3 mots ce que c'est le projet Prisme et puis le projet dont tu étais en train de nous parler, sur lequel tu étais en train de bosser au même moment. Ok. Alors moi, j'étais dans une création donc, qui s'appelle Simon Garfinkel, My Sister and Me. Qui est donc le projet donc, au départ donc, de Christine de Prost, qui est comédienne, autrice, metteuse en scène. Son premier solo, ça s'appelait Tout stand ou Au courant. Et c'était une espèce de radiographie, d'introspection donc, de son rapport à la scène, au théâtre, et dans lesquels d'ailleurs elle se dévoilait, et donc dans tous les sens du terme, mais donc se déshabillait, mettait des coiffes différentes, et travaillait aussi la question des transgressions et de l'assignation, de l'inconfort aussi, et tout ça sur un tapis roulant, donc c'était assez physique. Ah ouais. Okay. Donc c'était une performance. Donc moi je ne connaissais pas du tout Christine, et elle m'a envoyé un message donc via Messenger pour me dire bon ben voilà, j'ai entendu parler de toi, je veux travailler ce projet-là, Simon Garfinkel, travailler le duo, la rivalité, reconstituer le projet le procès maintenant, le concert à Central Park, et rencontrons-nous, parce que elle avait lu donc le livre de Rachida Aziz, donc, sur aussi donc, l'art décolonial et décolonisation et tout ça. Ça l'avait interpellée, et puis elle suivait aussi le MeToo. Et donc l'après-MeToo, je ne sais pas si on peut dire ça, puisqu'on est quand même encore dedans, je crois. Et donc moi, de manière un peu... je sais pas, un peu lasse, c'est vrai, ou peut-être un peu froide ou cynique, ça m'arrive, je dis, bon, bah voilà, ça c'est encore une blanche qui a découvert qu'elle était blanche à plus de 40 ans. Donc, et puis j'ai été la voir sur scène. Et ça m'a plu. Ça m'a plu, son humour, le travail, l'écriture, le défi justement physique, et en même temps cette espèce d'autodérision qu'elle avait comme ça. Ce rêve, je me suis dit, ah bon, on va pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble et créer. Donc vraiment, j'ai été vraiment séduite. Puis voilà, et puis on a fait des résidences, et donc l'idée était, oui, de travailler la rivalité, donc le rapport de sœurs. Donc, puisque, donc, pour la petite histoire, ce disque de Simon et Garfunkel donc, a été offert à sa grande sœur, qu'il avait reçu pour sa communion. Donc, la grande sœur ne laissait écouter le disque à la petite sœur qu'après des négociations, tout un tas de petites conditions qui, pour Christine, donc, ont cristallisé un peu son premier souvenir de rivalité et de jalousie. Puis plus tard, elle a en fait appris que Simon et Garfunkel, donc ces deux types qui chantaient ensemble depuis qu'ils avaient 12-13 ans, la paix, l'amour, en fait se détestaient. Et à ce point-là, je savais qu'il y avait des misbrouilles, mais... Non, c'est vraiment, ils étaient vraiment dans une compétition et un rapport extrêmement complexe, mais très conflictuel et très compétitif. Donc, mais
c'est étonnant, c'est vraiment étonnant parce que donc ça ne transparaît pas. C'est très passionnant de visualiser les interviews et tout le langage corporel, on dit les silences donc de ces deux types que je ne connaissais pas. Je connaissais 2-3 chansons maximum parce que ça fait pas du tout partie de ma culture musicale. Et donc avec Christine, on a fait comme ça plusieurs résidences, mais très vite euh, se sont posées les questions du processus, de, euh, de, oui, de cette chose où si j'avance une information, est-ce qu'elle est vraiment vérifiée? On va quand même douter, c'est ça et tout. Même de l'écriture, moi j'ai un rapport à l'écriture particulier, c'est que c'est vrai que là, je porte le texte longtemps, c'est vraiment comme vraiment je le porte, et puis quand il sort d'un jet et on touche à peine une virgule. Christine, c'est différent, elle écrit, produit beaucoup, et puis elle jette. Ce qui peut, les deux, je pense, se valent, mais qui peut aussi tout d'un coup jouer un peu en ma défaveur, parce que ça devient, oui, elle est paresseuse, elle produit moins, c'est ça et tout. Alors que non, enfin voilà, je veux dire, moi, c'est mon processus. Mais tout était un peu comme ça, toujours un peu compliqué. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu, très rapidement eu le sentiment d'être la guest, parce que c'était son équipe artistique, donc des amis qui se connaissent, ils travaillent, il y a le rapport à la langue aussi, Oui, puisqu'elle c'était est en néerlandophone, néerlandais. donc il y avait comme ça quelques infos et tout. Mais c'était très intéressant. Parce qu'il est vrai qu'il y a eu l'une ou l'autre interview qui ont pu être donnée et tout. Il y a un petit côté maintenant, Boinga crache dans la soupe. Mais je ne peux que partager une expérience vécue et, des sentiments que et des émotions que ça a convoqué, évoqué chez moi. Donc, je veux dire, je ne vais pas faire semblant que ça a été facile et rose. Ça a été extrêmement musclé, douloureux, violent, parce que malgré tout, il y a toujours cette question sous-jacente qu'on ne veut pas réellement énoncer, qui est la question d'hégémonie, en fait, intellectuelle, culturelle. Ma façon de faire, c'est mieux. Enfin, j'aime pas trop ceci. Et donc, en plus, l'idée du projet, c'était d'amener aussi donc, beaucoup de faits biographiques et puis aussi historiques et politiques. Mais là se pose la question du narrative, du récit. Et donc, bah oui, en fait, quand tu dis ça comme ça, chez toi, ça te semble être une simple phrase. Chez moi, ça veut dire autre chose. Et chez moi aussi, ça veut dire que tu présupposes que les personnes en face de toi n'ont pas cette info-là. Donc, à qui t'adresses-tu? Donc, la question de l'adresse aussi se pose à ce moment-là. C'est pour qui tu écris des spectacles? Pour qui tu fais des films? Est-ce qu'on est au clair là-dessus? Et c'est toutes ces questions-là qui se sont comme ça mises sur... oui, qui ont été posées sur le tapis. Et c'est vrai que moi, je suis extrêmement déterminée et que je lâche rien. Oui, c'est ça. Et donc, en faisant, tu adressais chaque fois ces questions qui devaient, du coup, elle la déstabiliser, puisque c'est des questions peut-être qu'elle ne se posait pas du tout. Et du coup, c'est ça qui a créé un peu un pseudo-climat de défiance, ou en tout cas qui a rendu la collaboration plus oui, plus et tendue puis, et en fait, qu'imaginé. pour vraiment revenir à Prisme, le clou, mais qui est, je pense, aussi le climax du spectacle, c'est au sujet d'un texte qui est arrivé très tôt dans le processus, qui est une description de ma personne, qui, pour moi, est extrêmement essentialisante, exotique, c'est ça et tout, et elle ne voit pas le problème. Ok. Voilà. Comment ça se fait déjà qu'il y ait un texte d'écrivant qui soit écrit avant que toi tu n'intègres le projet? Ce texte devait être écrit. En fait, si tu veux, c'est, je pense, la première semaine. Donc, alors, évidemment, Covid, non, on a eu plus de temps et tout ça, mais on fait... on a une semaine de résidence qui, en plus, est très proche de la perte de mon grand frère, donc qui était décédé en août. Et puis, je pense que cette première résidence, on a dû la faire fin septembre. Et c'est très chouette parce que là, on est vraiment sur du musical, sur des faits, Simon et Garfunkel. Et, donc et puis, je pense que c'est à ce moment-là où la résidence suivante, mais donc plutôt en novembre, donc novembre 19, que ce texte arrive.
Et moi, je me prends ça, je me dis, mais non, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Et on avait fait des impros. Et donc, au début, les premières impros, comme tu dis, donc vraiment, t'es dans la proposition, t'essayes des choses, tu testes. Et donc, on avait fait une espèce d'impro où tout d'un coup, elle monte sur mon dos, et puis elle reste sur mon dos. Et c'était assez drôle, parce que moi, j'ai 8 ans quand je joue. Donc, vraiment, enfin, ça devenait, je suis le cheval de Léopold, tu vois. Et donc, mais après ce texte-là, toutes ces choses-là, je fais plus. Parce que là, je referme, je ne me sens plus du tout en confiance. Parce qu'il a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'elle admette que c'était problématique. Parce qu'au début, il n'y a pas de problème. Et puis, et puis ça devient, bon, bah oui, mais t'es trop sensible. Ou on ne peut plus rien dire. Et donc, on a la cancel culture qui arrive. Et puis, enfin voilà, nous sommes trop... Et puis après, c'est oui, mais tu es une activiste. Moi, je fais du théâtre, pour ouvrir les airs. Et donc, on remanquait... Voilà, il y a tout ça. Donc là, maintenant, je le relance comme ça, je vous le partage. Et vraiment, elle serait à côté qu'elle ne le partagerait pas comme ça. Forcément. Mais il y a tout ça, et puis tu dois créer. Et donc, c'est vrai qu'il y a se pose vraiment la question du... où je reste là-dedans et je vais au bout de ça, mais je ne lâche rien, ou bien j'arrête. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, ok, tu t'es engagé, il y a quelque chose à défendre, parce que ce projet-là, c'est une responsabilité, c'est une opportunité. Ma meilleure amie m'a offert le livre de Wayne P. Newton aussi, qui est donc aussi un des membres un peu et un des théoriciens donc des Black Panthers, où il avait saisi l'opportunité d'un procès pour justement déployer toute la pensée, en fait. Ouais. Et je l'ai pris comme ça. Ouais, parce qu'en fait, le problème, si tu décides de lâcher et de partir, c'est-à-dire que la pièce, elle va se faire uniquement comme elle l'entend, avec tout ce qu'il y a de problématique dedans. Oui, mais ça peut être tout à fait autre chose, parce que je ne présume pas, et c'est ce qu'on aborde aussi dans ça, c'est que moi, Bouanga Pili Pili, là où j'en suis, ça me dérange. Mais je ne parle pas au nom de toutes les actrices noires. Et donc, je pense que tu peux avoir des actrices où ça ne va pas du tout poser problème, comme tu peux en avoir qui vont vouloir lui mordre l'œil, comme Mike Tyson. Tu vois l'oreille, tu vois. Je veux dire, tout est possible. Donc, j'ai fait vraiment... Donc, j'ai situé mon écriture, évidemment, ma parole. Et si ça tombe, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, peut-être que ça n'aurait pas pris. Oui, c'est ça, mais pas dans le sens en tant que porte-parole ou que sais-je, mais ce que tu sens à ce moment-là dans tes tripes, c'est que ça, comme ça, c'est pas OK, quoi. Ouais. Ouais, et c'est ça, là où on parle de cette confiance-là et du documentaire et on essaye d'être au plus proche de ce qu'on veut défendre, raconter, authentique. Alors bien sûr qu'on est influencé par un environnement, mais et que notre pensée, pas une période, et que notre pensée est en mouvement, et que ce qu'on peut écrire aujourd'hui sous pandémie, c'est peut-être pas la même chose qu'avant. Enfin, il y a toutes ces choses-là, mais il y a quand même une espèce de socle, j'ai l'impression, qui est là et qui fait non, ça je lâche pas. Il y a des sentiments partagés, des moments où on a envie d'arrêter un projet parce qu'on a l'impression que voilà, ça devient somatique. Il y a quelque chose de l'ordre de ça où tu ne te sens pas bien dans ton corps et il faut que soit tu vas jusqu'au bout en ne lâchant rien, soit tu arrêtes. Et j'étais dans cet état cet été, et où je me disais, c'est tellement... Anne van Dinderen, elle a créé le projet parce qu'elle est chercheuse à l'université de Gand. Elle questionne beaucoup la caméra et comment la caméra filme tout genre de peau. Elle a fait un court-métrage là-dessus, Lily. Et en tant que blanche, elle était un peu arrivée à ses limites parce qu'elle s'est rendue compte que la caméra discriminait. La caméra était faite pour filmer la peau blanche et pas d'autres types de peau. Et en tant que
réalisatrice blanche, elle arrivait un peu à ses limites parce qu'elle questionnait ça. Elle disait oui, c'est ce qu'il y a derrière, il y a une idéologie derrière la caméra. Au-delà de l'image, au-delà de l'esthétique, c'est qu'il y a un choix qui a été fait. Et au cours de la promotion de ces films, on lui a dit mais qu'est-ce que d'autres des réalisatrices qui ne sont pas, ou réalisateurs qui ne sont pas européens ou blancs pensent de ça. Et c'est comme ça qu'est né Prisme. Mais je pense qu'elle a créé, voilà, elle a lancé le projet en se disant quelque part qu'elle créait un espace de discussion en se disant que peut-être elle n'était pas très impliquée. Il y avait une démarche chez elle qu'elle ne devait pas faire puisqu'elle créait un espace pour les autres, qu'elle était arrivée un peu au bout de ces questionnements. Mais si tu crées un espace pour re-questionner une idéologie, ça veut dire que tu es impliqué et que tu vas être transformé et que tu vas être questionné dans tes idées propres et dans la manière dont tu crées cet espace-là. Et ça, elle ne l'avait pas du tout préparé parce que moi, j'arrive là, je dis on re-questionne une idéologie, c'est-à-dire déconstruire cette idéologie-là, c'est-à-dire décoloniser une forme de regard. Et dans la pratique, c'est pas décolonisé, puisque au niveau du tournage, on a cette liberté chacune de créer et de re-questionner cet outil comme on veut. Mais au niveau du montage, il y a quelque chose qui nous rattrape dans ce pouvoir de narration dont détient l'Europe. C'est-à-dire on a le pouvoir sur la narration, on sait ce qu'on veut raconter et on va raconter cette histoire. Donc j'arrive en montage, on me dit on va mélanger les images. Mais sur quelle base on va mélanger les images? Donc vous estimez que mon idée correspond à l'idée de Anne et peut se mélanger? Je veux dire, ça veut dire prendre du pouvoir et me dire que voilà comment on va raconter ton histoire. Ah oui. Mais c'est quoi? Si on veut déconstruire une manière de raconter, une manière de filmer et surtout déconstruire l'outil qu'est la caméra, ça veut dire que moi, j'ai déjà la liberté d'aller au bout de ce que je veux dire. Ouais. Et ça, quand je l'ai dit, personne ne voulait, mais personne ne l'entendait. Non, mais j'étais seule. Mesure pas. Même, comme Bouanga disait, même on est deux Africaines dans le projet. C'est où j'ai découvert que c'est pas parce qu'on est africain qu'on partage la même cause, déjà qu'on a les mêmes questionnements, qu'on a les mêmes combats, que ce qui me paraît être révoltant et blessant ne l'est pas pour certains, peut-être parce qu'ils ne sont pas au même niveau de questionnement que moi. Et du coup, je me dis, mais ça me paraît tellement évident puisque le sujet... le sujet parle de ça. Pourquoi et la monteuse et les gens à qui la productrice et mes deux collègues réalisatrices, c'est pas évident pour elles et pour eux, pour ceux qui viennent visionner le projet. Et moi, j'étais là, je suis fatiguée de ces projets où les gens mettent les idées en avant, mais ne sont pas prêts à aller au bout. Au bout, c'est-à-dire te questionner toi, parce que ça fait mal de te rendre compte que je pensais être un peu avancée sur certaines choses, je ne le suis pas. C'est ça, mais en gros, c'est passer un peu des grandes idées théoriques à en fait l'application. L'application, tout à fait. Et voilà, moi j'ai dit, ok, vous partez sur le mélange des images. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Parce que j'avais fait une mise en scène d'un tableau où Bouanga, elle intervient magnifiquement. Et j'avais dit, ça c'est une mise en scène fictionnelle. Vous pouvez utiliser ça. Il y a pas de... Mais tout ce qui est personnel dans le projet, je ne veux pas que ça apparaisse dans ce mélange d'images. Parce que je ne suis pas d'accord avec la manière de filmer d'une de mes collègues. Donc je ne veux pas que
mes images soient assimilées, c'est-à-dire mon histoire personnelle soit assimilée à ça. Et là, c'était non, c'est pas possible, le film sans tes images, c'est pas possible. Je dis, c'est pas le film sans mes images, c'est ce qu'on veut raconter et comment on veut le raconter dans la pratique et dans le respect des idées des uns et des autres. Et voilà. Et du coup, je dis, comme les choses se font, les choses arrivent parfois et permettent aux gens de se dire, OK, ce que Rosine disait il y a quelques mois, il y a un événement qui nous re-questionne tous. Il y avait le mouvement avec aux États-Unis, avec George Floyd et tout ça. Et l'été, je leur dis ça et je dis, voilà, est-ce que dans votre manière de faire, vous trouvez que c'est pas à re-questionner? Est-ce que vous trouvez ça juste de faire comme ça? Et là, tout le monde, la productrice, je sais que j'ai des choses à apprendre, encore, je suis désolée. Je dis, non, je ne veux pas. J'ai pris le temps vraiment de dire tout ça pour ne pas avoir un ton accusateur et vous faites. Non, je dis, dans notre manière de faire, on travaille depuis, je pointe des choses que personne ne pointe. Et encore maintenant, je trouve, moi, je suis à un niveau où la période, le contexte actuel me dit, Rosine, soit tu vas au bout et tu n'acceptes pas, tu ne lâches pas, soit tu arrêtes. Moi, je suis à ce niveau-là et je leur dis ça. Et je leur dis pourquoi je fais ça. Parce qu'on crée un comité de gens qui viennent visionner un film et il n'y a que des Blancs qui viennent juger mon travail. Et mon histoire qui vient de me dire « Ah, ça je comprends pas bien, ça, j'entends pas bien. » Je dis « Mais qui es-tu en fait ? Qui es-tu en fait pour venir dire que ça ne fonctionne pas ? Je fais ce projet d'abord pour confronter des gens qui me ressemblent. Et après, confronter d'autres personnes qui seraient intéressées à ce que je raconte. Mais en première ligne, comme Bouanga disait, pour qui tu racontes l'histoire, qu'en première ligne, les gens pour qui je raconte cette histoire ne sont pas représentés, moi, je me sens... J'ai pas de place, ça veut dire que je prends mes images et toute mon histoire, voilà. Ça veut dire que les gens à qui je m'adresse ne sont pas là, ne sont pas présents. Alors je suis juste un outil dans ce projet. Je suis juste quoi ? La caution. La caution pour raconter, pour aborder le thème décolonial, décolonisation, tout ça. Et voilà. Et c'est douloureux parce que on se retrouve un peu se dire oui, je vais encore me serrer les poings et arriver à dire ce qui me dérange, ce qui ne va pas en moi. Mais je suis contente parce que... Oui, non, mais c'est vrai. Il y a la satisfaction quand même. C'est épuisant. Oui, mais il y a c'est quand même une épuisant. satisfaction de mener ce genre de projet-là au bout. Tu vois, sans se renier. Mais c'est vrai que il y a une charge. Il y a vraiment une charge raciale, mentale, on en parle. De faire le travail pour deux. De faire le travail. Pour deux, parce que tu réfléchis d'abord, est-ce que ce que je ressens, c'est juste ? Est-ce que c'est pas... Voilà, tu te questionnes pour savoir si ton ressenti est juste. Et tu vas devoir travailler pour que l'autre en face de toi puisse comprendre. Et c'est ça qui est épuisant. C'est ça qui est épuisant parce que tu fais le travail. Mais c'est ça, après, il y a un moment où, tu vois, que ce soit les gens qui disent, Césaire disait, accommodez-vous de moi, je ne m'accommoderai pas de vous. Et à un moment, moi, j'en suis là aujourd'hui. C'est vraiment de se dire, je ne cherche même pas à ce que tu comprennes ou à ce que tu sois d'accord avec moi. C'est comme ça, c'est ce que c'est. Parce qu'il y a un moment, on ne peut plus faire ce travail-là. Ça me demande une charge mentale. Une charge mentale. Et dans énergie. Prisme, tu le dis si bien, parce qu'il y a un texte... Non, mais c'est vrai. C'est pourquoi je le dis. Je le dis aussi pour ça. C'est vraiment cette...
cette espèce de, oui, de momentum où les questions qui sont posées d'actualité, moi j'ai un papa historien qui les posait déjà dans les années 70, 80. Donc, quand j'entends en plus, oui, c'est très actuel là maintenant, je dis non, c'est parce que il n'y avait pas les espaces pour diffuser toutes ces choses-là. Alors, évidemment, je pense qu'il faut toujours faire preuve aussi d'une certaine humilité, de se dire que les gens ont fait le taf avant nous. Donc, quand il y a la première ceci, la première cela, donc je déteste tous ces trucs de la première femme noire. Non, c'est pas la première d'abord. Vas-y, va bien chercher, recherche. Et quand bien même, enfin, c'est c'est une façon quand même aussi, je trouve, de disqualifier tout ce qui aura Tout été le fait. combat derrière. De combat. Et donc ça, c'est, je suis très attentive à ça. Par contre, je sais que il y a tout un tas de choses là maintenant que je refuse. Moi, ce travail. En plus, tout ça a été théorisé et donc ce ton, quand ma maman elle dit oui, donc tu vas faire attention à la façon dont tu vas t'exprimer, le ton et tout ça. Le tone policing, donc il faut dire ça, donc pas trop énervé, mais quand même ceci. Et ça, on te disqualifie quoi qu'il arrive. Tu es trop énervé, oui, c'est émotionnel. Oui, so what? Bien sûr, on est tous des créatures émotionnelles. Donc, je veux dire, est-ce que c'est parce que je suis énervée? Est-ce que c'est parce que je m'emporte? Est-ce que parce que je bégaye? Est-ce que c'est parce que j'ai un accent? Est-ce que c'est parce que je suis moins à l'aise dans la langue que ce que je dis est faux? Non. Donc, enfin, toutes ces choses-là, cette pédagogie, cette façon de nous silencier, ou de disqualifier ou d'ironiser ou bien tu te retrouves aussi face à des gens qui tout d'un coup je sais pas, virent leur cutie et donc ont décidé de porter tout le poids de la colonisation, de l'esclavage, et tout, et donc ça prend toute la place. Et donc commence à pleurer, ils veulent dire ça, ils veulent faire amende honorable, ils veulent réparer, c'est ça et tout. Et donc à ce moment-là aussi, tu n'as plus de place. Et tout ça aussi, moi, ça m'encombre, ça me fatigue. Enfin, c'est vraiment, tu sais, comme quand tu te disputes avec un ami, une amie, et puis que tout d'un coup, la personne commence à pleurer, 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 et puis ça n'avance plus. Et ça, tout ça, tout ça pour moi, ça reste des stratégies en fait, d'évitement et de ne pas dire les choses, oui, qui vont fâcher. Et puis une fois qu'on a dit les choses qui fâchent, parce que ça c'est une chose, euh, qu'est-ce qu'on propose quoi? Ouais. Et moi, c'est ça réellement qui m'intéresse. C'est OK, une fois qu'on a mis le doigt sur ce qui fait mal, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est la suite. C'est parce que même enfin, il y a des thèmes qu'on aborde peu ou que j'entends moins. Parce qu'évidemment, donc restons humbles, tu vois. Mais tout ce système non dit colonial et tout repose quand même sur un système économique. Hein, qu'on le dit. Et ce système économique, il est toujours là. Donc les gens qui ont profité de la colonisation, qui ont profité de la traite, qui ont profité justement du labeur des autres, ça, ils sont toujours là. Et c'est ce qui m'intéresse en fait par rapport à ça, c'est qui a le droit de parler et qui a le pouvoir. Et ce pouvoir-là, et est-ce que j'ai envie de rentrer dans ce système-là ou de proposer quelque chose d'autre? Parce que parce que pour moi, donc, la question de la race est une logique d'oppression ou de discrimination, mais elle n'est pas unique. Et la classe, elle aussi, c'est que je sais aussi que dans le processus donc du travail dont j'ai parlé, je pense, dont Rosine parle aussi, c'est qu'il y a quand même aussi un travail intellectuel et aussi donc un milieu où, enfin, des études qui ont été faites et tout ça qui permettent qu'elles puissent encore avoir du répondant. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui n'ont pas ça? Et donc je ne peux pas enlever, je ne peux pas dissocier la classe et le genre, l'orientation sexuelle et tout ça doit être donc dans ce processus-là et dans cette lutte-là. Et une fois que bien donc on dit le mot intersectionnel, ça devient vraiment épuisant. Ça devient vraiment épuisant parce que, par exemple, là, pour en revenir là dans le travail, on se retrouve donc là donc dans la crise Covid, les théâtres ferment, donc on a des suspensions, on a des annulations, des reports et tout ça. Mais moi, très vite, je me dis, bon, c'est une pandémie, et c'est très intéressant, c'est une pandémie,
j'ai l'impression qu'en juillet-août, les gens, ils avaient déjà oublié. Donc, je voyais tout le monde un peu comme ça et tout détendu. Je me suis dit, ça va nous retomber. Là, on va avoir un effet boomerang. On va reconfiner. On va refermer. Et donc, très vite, je me suis dit, moi, si on referme les théâtres, ça veut dire que je suis au chômage. Avec en plus toutes les galères dont la plupart des artistes connaissent parce qu'avec voilà, la mise en place du corona, chômage, du ceci, cela, et tout est bloqué, donc tu touches pas. Et comment je fais pour payer mon loyer? Donc c'est une question très pragmatique. Si on ferme pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment je fais pour payer mon loyer? Donc je me dis, bon, je vois un peu ce qui se passe au niveau du cinéma. Je me rends compte qu'il y a des fonds d'indemnisation qui sont mis en place pour maintenir les tournages. Et donc, je sais pertinemment bien, j'ai l'intuition, vraiment une forte intuition, qui me dit les tournages vont être maintenus. Donc, voilà, je continue à passer des castings et tout ça. Et il se trouve que, un peu à l'arrache, et quand on va reprendre en fait les dernières répétitions et qu'on doit jouer début septembre, j'apprends en fait que j'ai mon tournage que je vais faire là, ou que j'ai fait, et il va y avoir des dates de tournage qui tombent pendant des dates de représentation en novembre. Je sais pas trop comment gérer ça, parce que déjà tout avait été quand même très épuisant, musclé, et tout, et que la confiance n'était plus des deux côtés, je pense. Enfin, pas je pense, je sais. Et quand j'ai annoncé ça, là, j'étais devenue la pire des traîtresses, légère, pas professionnelle, pas ceci, pas cela, parce que je privilégie un tournage. Alors, et moi, j'essaye de faire comprendre que reportons ces dates-là, reportons-les au printemps, parce que ça va être compliqué. Et tu privilégies ton tournage, et tu dis que que ce projet est important pour toi. Voilà comment tu es. Enfin, et donc, je fus jugée sur cette décision-là. Bon, écoutez, parfois, voilà, le temps fait son œuvre. Quand le 26 octobre, on a fermé les théâtres, oui, moi j'étais en tournage à ce moment-là, et qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a quand même aussi donc une question aussi de jugement, et donc et social et économique. Moi, je ne peux pas me permettre d'être au chômage pendant 3-4 mois. C'est pas le cas de ma partenaire et peut-être d'une partie de l'équipe. Mmh. Je suis une maman isolée, j'ai un loyer à payer, tout ça. Et ça, c'était très concret pour moi. Mais ce qui fut, et qui pour moi est d'ailleurs, je pense, une base d'un texte, d'un travail, c'est que, donc, après on se dit, on va te remplacer. Donc on va te doubler et tout. Ce qui en soi, moi j'aime beaucoup au fait que les acteurs, que les interprètes puissent avoir des doublures, même si je n'arrive pas à trouver, mais en tout cas, on puisse être à deux. Je trouve qu'au niveau justement du partage, du travail, ça, du temps et tout, je trouve ça très, très, très cohérent avec ce que je défends. Néanmoins, c'est un texte qui est extrêmement autobiographique, et puis comme je l'ai dit, ça se base aussi sur mon physique. Donc, je pense à une personne en particulier, une actrice qui est chanteuse, qui est ceci, et tout, qui correspond. On en parle et elle est emballée par le projet. On en parle à une autre actrice. Bon, je vous passe les détails où elle dit oui, puis après, elle a dit non, et elle s'est dit, ça c'est, je pense que c'est pas si simple que tout ça. Mais il y a une douzaine de noms auxquels elle pensait. Et donc là, tout d'un coup, tu te retrouves vraiment dans le bois d'ébène. Donc une noire en vaut une autre. Mais dans les actrices qu'elle a, on a vraiment tout à fait l'opposé de moi. Que ça soit donc dans l'énergie, mais physiquement aussi. Donc le texte ne tient même pas. Donc je me dis, écoute, dans ces cas-là, c'est réécrit. Et je me dis, mais ça ne va pas jusque-là, parce que tout d'un coup, il y a le projet, il y a ça, je veux faire vite. Bon, de toute façon, ce n'est plus d'actualité, puisqu'on a tout fermé là jusqu'à février. OK. Mais il y a quand même une phrase qui m'a été dite à ce moment-là, quand on est vraiment avant que ça ferme, donc on est là, à ce moment-là, c'est le 26 octobre, j'ai eu ma première journée de tournage, et le soir, on se fait un Zoom, et elle me dit, oui, mais bon, tu dis que c'est ton bébé, que tu y tiens, mais quand un bébé, on ne l'abandonne pas, si c'est ton bébé. D'abord, bon, je plaisante parce que voilà, c'est un peu le sens de la répartie. Je dis, écoute, il est en garde alternée, c'est pas grave. Je plaisante. Mais je réfléchis à ça. Et en fait, je me dis, mais le nombre d'amis, de proches, de cousines, donc vraiment très proches, qui sont arrivés en Europe à 9 ans, à 16 ans, parce que la maman, donc elles sont nées au pays. Et puis la maman, pour x, y raison, a dû la laisser
à la grand-mère, à la tante, à ceci et ça et tout. Tu laisses ton enfant et puis tu vas et puis tu te fais ta situation et tu fais venir ton enfant. Et en fait, j'étais là, je réfléchissais à cette phrase et je me suis dit, mais donc c'est vraiment ça quand on est incapable de sortir de son cadre de référence et de son système de valeurs, de pensée, d'imaginaire même. Et cette phrase qui était comme ça extrêmement sentencieuse et jugeante, je me suis dit, mais... parce que tu étais là, tu fais, mais attends, mais c'est quoi? Et je dis, mais qu'est-ce que c'est être une bonne mère, une mauvaise mère? Et cette petite phrase, donc voilà, bah oui, quand on a un enfant, on ne l'abandonne pas. On ne le laisse pas. Est-ce qu'on a toujours le choix? Et On cette n'a pas toujours chose-là, le en choix. fait, ça a ouvert chez moi un espace où je me suis dit, mais c'est fou, en fait, parce que oui, je suis vraiment face à quelqu'un qui est incapable, en fait, de sortir de ce système de pensée-là. Et surtout quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Et en plus, c'est ça. Parce que, et c'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. C'est que les gens qui vont toujours te donner des conseils d'éducation et ceci, et te juger, c'est ça et tout, ou bien l'enfant est petit, t'es genre avec ton ado, oui, tu ne devrais pas aider. Alors que bon, ok, l'enfant, il a encore 3 mois, bon, rendez-vous plus tard. Mais c'est vrai que c'est ça, ce truc-là de... J'ai dit, mais enfin, ça, c'était... Et c'est vrai, et ça m'a apaisée. Ça m'a vraiment confirmé, je me suis dit, t'as fait le bon choix, en fait. Et en même temps, enfin voilà, hein, Qu'est-ce qu'on en a discuté au téléphone de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'ai C'est fou. dit, pour l'instant, tu dois vivre. Et ça, si tu ne fais pas, si tu rates une date, de toute manière, tu ne seras pas payé. Surtout, c'est tellement une période très, très incertaine, comme ça, où on ne peut pas se projeter. Il faut avoir un peu d'humilité par rapport à ça, par rapport au fait que... et un peu de générosité aussi, de se dire, demain, c'est pas sûr que ces dates vont rester, c'est pas sûr, il n'y a aucune garantie, puisqu'il y a un contexte qui fait que c'est difficile d'avoir des garanties. Moi, je ne viens pas, un peu comme Boigra, d'une famille artistique, on me l'a toujours demandé. Ici, c'est comme si pour faire de l'art, il fallait d'abord être adoubé, ou venir d'une famille, ou avoir une culture. Moi, je viens d'un bidonville de Vogada au Cameroun et j'en suis fière parce que c'est pas parce qu'on vient de là qu'on doit absolument... euh, à un moment, c'était devenu un peu comme enfant de commerce quand on se représente comme ça. Et j'étais un peu gênée parfois de dire je viens de là, je viens de telle condition. Mais je ne dois pas en avoir honte parce que c'est le problème de ceux qui l'utilisent pour pouvoir euh, euh, utiliser ça pour dire, ah, regardez cette jeune fille qui vient, et elle est là aujourd'hui, elle raconte des histoires comme si c'était un trajet impossible. C'est parce que c'est un contexte qui rend ça impossible. Mais sauf que, je vais dire, il ne faut pas une condition pour pouvoir devenir quelque chose. Il ne faut pas, je veux dire, des artistes peuvent naître de n'importe où et dans n'importe quelle condition. Alors c'est pourquoi je suis fière de venir de ce bidonville, parce que j'estime que euh, on peut venir de n'importe où et faire ce qu'on veut. Et, et voilà. Et je sais plus de ce que je voulais dire, mais euh, je sais une chose, c'est que la famille était très importante pour moi parce que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ma famille, grâce à un père voilà, fils d'esclave, qui vient de nulle part et décide de changer les choses, de changer une génération, de se dire, moi j'ai vécu ça, je veux donner autre chose à mes enfants. Et pour moi, je trouve ça extrêmement courageux de quelqu'un qui n'a pas étudié, qui était ouvrier dans un champ de café et qui dit, mes enfants vont faire des plus grandes écoles et je vais leur donner les moyens de le faire. Et il s'est donné les moyens de le faire. Et pour moi, quand il n'était plus là, ma mère, qui était toujours avec lui, a repris le bâton de commandement, puis c'était mes sœurs, dont je suis ce que je suis aujourd'hui. J'étais la petite dernière, mais je suis ce que je suis aujourd'hui parce que cette famille-là a fait le travail, quoi. Et j'essaye, dans mon travail, de recréer ces liens-là. Et pour moi,
ça a commencé avec Bouanga, avec mon premier fin d'études. Ça a commencé avec Bouanga parce que c'est la première fois que je m'essayais sur une fiction. Et c'est ce que je voulais faire parce que ce que j'imaginais, le documentaire, je ne le connaissais pas. J'ai découvert ça à l'INSAS, le documentaire de création. Mais quand j'imaginais des histoires, c'était des histoires fictionnelles, donc c'était de la fiction. Et là, je filmais un visage, une expression et une personne qui me renvoyait une histoire commune, quelque chose, une base commune, quoi. Et au-delà de ça, je voyais une personne extrêmement généreuse. Et il y a quelque chose que j'enlèverai jamais de ma tête, c'est que j'étais là. C'était une relation fragile parce qu'on se rencontrait autour de ce projet dont on apprenait à se connaître. Et moi qui suis timide, avec son humour, elle arrivait à connecter avec moi, à me faire rire. Elle a su, je veux dire, par son humour, à casser ma timidité, c'est-à-dire ma protection. Et sa générosité, ses gestes d'attention. J'étais enceinte et il y a un truc que j'oublierai pas. Je me suis dit, celle-là, oui, elle est rentrée dans mon cœur, quoi. J'étais là, on tournait à Tour et Taxi à 3h du matin, une séquence de Tu seras mon allié. Et il faisait froid et tout. Elle a enlevé sa veste. Elle est venue. Elle a mise sur mon dos. Je me disais, mais c'est qui ça? Et elle est repartie. Et je veux dire, c'est le lendemain, j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Et c'était ça. Et c'est parti. Et c'est son extrême générosité, sa sagesse. Sa sagesse. J'aime quand je lui dis quelque chose, elle dit, Maman boss, écoute. Et voilà, et j'aime la distance qu'elle peut prendre par rapport aux situations. Parce que je ne veux pas parler de travail, parce que quand je vais l'appeler, je vais lui dire, j'aimerais faire ça. Elle va être présente, elle va être là sans demander les conditions, les trucs. Mais je veux parler de la personne, parce que pour moi, quand je travaille avec des gens, ce n'est pas des collègues, c'est d'abord des gens. Et j'ai envie de rencontrer ces gens, de connecter avec ces gens. Et c'était ma première rencontre en termes de travail, parce que le fin d'études, c'est ta carte de visite. Tu peux te dire, oui, tu as déjà un peu un pas dans le monde et tu peux... Et les gens que tu rencontres à ce moment-là, tu peux déjà imaginer ce que sera le monde extérieur. Et elle m'a rendu ce monde extérieur agréable. Elle m'a dit, oui, vas-y. Et... il y a de belles choses et voilà, moi j'ai écrit 2 films déjà pour elle. J'espère que j'aurai l'argent pour le faire. Et, parce qu'elle est inspirante quand les gens te touchent au plus profond de toi. Tu les vois dans tes rêves. Quand tu vois les gens en bien dans tes rêves, c'est quelque chose de magnifique. Dans tes histoires, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Je ne veux pas arriver dans le rêve de quelqu'un en cauchemar. Mais pour moi, c'est le plus beau cadeau quand tu rêves de quelqu'un en bien. Et je rêve d'elle en bien. Je rêve d'elle dans les histoires. Oui. Et parce que quand tu rêves de quelqu'un, c'est l'émotion que la personne t'a fait ressentir dans la réalité. Et c'est ça que je garde, c'est ces émotions qu'elle me fait ressentir quand on s'appelle, quand elle est en Afrique du Sud, dans ce texte ou dans un coin du monde. Je sais qu'elle est là. Je n'ai pas besoin de lui parler tous les jours. Je sais qu'elle est là. Et c'est difficile d'avoir des gens comme ça, où on sait que ces personnes sont là. Et des gens qui se dévouent pour qu'une histoire se raconte. C'est ça. C'est pas mon histoire. Je dis une histoire se raconte. C'est que des gens te donnent des choses où, pendant 4 ans, tu avais l'impression d'être seul. Et c'est de la générosité. Et ça, on ne triche pas avec ça. On ne triche pas. Soit on est généreux, soit on ne l'est pas. Soit on est entier, soit on ne l'est pas. Et pour moi, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Je veux dire, si on est là aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années après. Je sais 8 ans parce que Malik a 8 ans. J'allais dire parce qu'il y a des enfants pour faire le compte. 8 ans, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que les choses vont tellement vite. Elle voyage, elle est sur
des projets différents, mais on se retrouve, on débrief, On débriefe. on débrief, on déverse. Je dis tu peux, je prends, tu peux. Et ça fait du bien d'avoir des gens comme ça. Et je voulais rebondir du coup sur un truc, je crois, très spécifique à la Belgique. Je pense que la France nous envie ça. C'est le lien avec Marie, que moi j'ai rencontré au Xara. Toi, tu as fait pas mal de films qui sont passés par le Xara. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que c'est les ateliers cinéma en Belgique? En gros, je ne sais pas comment définir ça. Tout ce que je sais, c'est que je n'existerais pas s'il n'y avait pas des ateliers cinéma, parce que c'est un système d'aide qui fait que, pour moi, on peut faire un film avec rien. Avec rien, on peut raconter un film de qualité avec rien. Et je pense que toi, tu peux mieux définir les ateliers cinéma que moi. Moi, je vais définir ça juste en disant oui, oui, je n'existerai pas sans les ateliers. Les ateliers m'ont fait confiance dès, euh, dès le premier jet des deux visages d'une femme américaine, alors que c'était encore brouillon. Les gens ont su percevoir une histoire derrière ce brouillon. Et ça, c'est difficile de l'avoir dans une commission, de voir ça dans une commission CNC ou la fédération ici, c'est compliqué. Mais les ateliers, je pense que c'est constitué des gens de cinéma qui ont la capacité de se projeter au-delà d'un dossier, au-delà de la forme, au-delà du cadre institutionnel, et de voir ce qu'on ne voit pas encore, de sentir qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Oui, parce que ce sont des gens qui, au-delà de la commission, font eux-mêmes des films à différents postes, mais du coup qui sont dans le concret de ce que c'est un film aussi. Oui, quoi. c'est ça. Oui, aussi. Et ça me fait quand même penser, alors c'est sans doute plus dur justement à la fédération et des choses comme ça, mais quand tu parlais de l'INSAS et de ton arrivée à l'INSAS, tu parlais de jury et de un peu la chance, l'alignement de planète de ce jury-là telle année. C'est vrai que pour avoir fait plusieurs commissions, il y a quand même quelque chose de, alors je ne sais pas si injuste est le mot, mais plutôt d'aléatoire, en fait, qui sont les personnes qui sont autour de la table au moment où ton projet est soumis, quels sont leurs biais, leurs imaginaires, leur façon de faire, et qui du coup, eux, vont juger ton projet. Si tu redistribues les cartes et tu mets d'autres personnes, c'est pas forcément les mêmes films qui passent. Et j'avoue que moi j'ai eu du mal beaucoup à participer aux commissions en fait. Au début, les premières fois où on me l'a demandé, j'étais vraiment là, mais qui suis-je pour juger un projet de film de quelqu'un? Si quelqu'un a un truc à raconter, c'était très dur quoi au début. C'est un exercice compliqué. Alors surtout les commissions d'aide à l'écriture, parce que c'est une idée, et toutes les idées sont a priori bonnes en fait. Donc c'est vrai qu'après, quand tu as aide à la post-prod, tu as déjà des rushs, tu as déjà quelque chose de plus écrit, même si on sait très bien qu'un projet que tu reçois en aide à la post-prod, une fois qu'il est passé en montage, ce n'est plus du tout le même film qui ressort souvent. Mais c'est un exercice très dur quoi, de dire « Ah, ça c'est une bonne idée, ça non, c'est une moins bonne idée ». Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple du tout, les commissions. Mais c'est ça, et pour moi se pose vraiment la question de nouveau du système et donc de repenser en fait la production en fait, parce que si on convient qu'il y a quand même déjà une espèce d'arbitraire et puis d'entre-soi, qu'est-ce qu'on fait de tous les artistes, créateurs, donc travailleurs là, qui n'ont pas fait telle école, qui n'ont pas tel abonnement, et qui sont là, tu vois, et moi c'est ce qui me c'est ce qui me fait mal vraiment c'est même pas le plafond de verre, c'est que tu peux même pas passer
tu vois, l'autre fou, là, qui avait dit si tu veux du boulot, traverse la rue, tu vois, le trottoir d'emploi. Mais tu es là et je me dis, mais c'est fou, c'est fou. Je pense que si je m'engage un peu plus, là, aujourd'hui, un peu plus, de manière un peu plus visible, même si je pense que je suis meilleure dans mon travail et au quotidien, c'est parce que je sais qu'il y a trop de petites filles, de petits garçons qui se disent, qui ne s'autorisent même pas à, tu vois, pour toutes les raisons qu'on connaît, quoi, mais qui ont tellement intériorisé, tu vois, toutes ces discriminations à divers endroits, comme je l'ai dit, qui font que ce dossier n'arrive même pas là. Mais d'ailleurs, je me suis rendu compte aussi avec les ateliers cinéma, là, les dernières années, ils ont fait un peu plus de com, mais en fait, il y a énormément de gens, même dans les écoles de cinéma, qui n'étaient pas au courant que ça existait. C'est insensé. C'est insensé. Et ça, c'est justement, pour moi, ça reste aussi des espèces de stratégies aussi... pour garder le pouvoir, quoi. Ouais, genre, on passe l'info à qui de droit, entre guillemets. Tu vois, mais c'est drôle parce que à d'autres échelles, bon, décentrons et on met ça, tu sais, les appels d'offres, on t'entend, scandale à la régie des eaux, je sais pas trop quoi, enfin, tu vois, ou informatique, tout. Ils ont acheté tel matériel, ils n'ont pas lancé l'appel d'offres. Ça se fait ailleurs. Ça se fait aussi dans nos milieux. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est que on est quand même tous à se dire, ouais, j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes films, c'est toujours les mêmes histoires. Au théâtre, j'ai l'impression qu'il y a toujours... Ouais, mais bon, c'est les mêmes qui passent. Et c'est entre vous. Et alors, tout d'un coup, tu as l'élu de la diversité, pour ne pas citer le mot, qui va pouvoir faire ce petit truc qu'on aura quand même plus ou moins, parce que je veux tellement pas déprécier le travail et... des gens et puis de ceux qui ont cette opportunité-là, tu vois. Donc, mais c'est trop peu. C'est trop oui, ce qu'il faut questionner, c'est pas tellement eux et leur travail, c'est plutôt le pourquoi du comment ils ont eu l'opportunité. C'est tout. Et c'est pour ça que on a cette espèce de... Enfin, c'est pas cette espèce, parce que c'est tu vois, quand on dit representation matter, tu vois, donc oui, ça compte. Mais c'est pas suffisant. Parce que même si on va te mettre, tu vois, ben voilà, cette figure-là, et puis après, une fois qu'on l'a mise, elle fait quoi, elle est quoi, elle dit quoi tu vois, dans la production, que ça soit dans l'interprétation, que oui, mais bon, bah voilà, bah oui, vous avez vu, vous avez une directrice racisée. Vous avez vu, vous avez, je sais pas moi, un directeur technique ceci ou un label purement ceci, et on leur a donné, tu vois. Puis c'est ce qu'on donne aussi. Je veux dire, parlons peu, parlons bien, mais quand tu vois même l'écart dans les fonds et donc ce qu'on distribue aux uns et aux autres, et puis c'est, écoute, bon, bah, tu peux déjà être contente d'avoir ça. Mais il y a un moment où moi, je veux plus le plat du jour, quoi. Tu vois, je veux aussi le menu 5 couverts et tout ça, et tout bien, et je veux me mettre bien, et je veux que mes gens soient bien, que la famille soit bien. Et donc, non, je veux pas dire merci, Boana, parce que tu m'as donné le minimum minimorum, parce que je connais la qualité du travail de Rosine, du travail de tel, et que donc, non, je sais combien tu as, je sais combien tu as reçu, on va se débrouiller pour faire passer l'info, que ceux qui veulent aient cette info-là, que ceux qui veulent faire autrement, parce que c'est ce choix aussi de se dire, bah, peut-être que moi je vais faire autrement, parce que je ne vais pas me sentir à l'aise. Moi, je ne me sens pas à l'aise, tu vois, d'être à chaque fois la seule noire de la salle. Je suis pas à l'aise. Donc moi, ça m'intéresse pas, en fait, d'être à table là avec les gens qui vont me regarder. Et puis, je suis pas à l'aise. Pourtant, j'ai les codes, Winnie dit tout. Mais ça, tu vois, cette chose-là et tout. Et c'est peut-être aussi ça qui me donne cette liberté de ton-là. C'est que moi, si je suis là, c'est parce que j'ai envie d'être là. Et j'ai envie d'être là, tu sais, pour des raisons qui, je pense, vous échappent. Et qui sont peut-être même soit old school ou soit qui appartiennent pas à votre monde, quoi. Je veux dire. Et donc, par rapport à ce qu'on fait, bon, il y a ce festival Bruxelles Afrique Capitale. Je voulais que tu parles de ça. C'était dans les plateaux à passer. J'ai vu le c'est... texte de Dorine. C'est beau. Non, mais
C'est quoi? C'est un moment, donc je veux dire, un directeur d'une maison, voilà, donc de Christophe Galland, donc au Hall de Scarbeck, qui me dit, ah ben tiens, j'ai envie de faire... il y a les Africapitales, donc un programme de capital culturel en Afrique qui est mis en place. Il va y avoir normalement un lancement au Maroc, tout ça, et encore tout ça a un peu bougé. Mais j'ai envie de faire quelque chose à Bruxelles. Ça te dit? Sauf que bon, déjà, quand il faut aller négocier des choses comme ça et tout, bon, faut pas y aller tout seul, toute seule, encore moins toute seule. Et puis même, il y a tellement de talents et je crois tellement justement en cette espèce de réunion des talents, des esprits, des sensibilités, tu vois, des compétences, que bon, voilà, je forme cette espèce de petite équipe. Donc avec 3 autres personnes, donc Audrey Marion, Gia Brassard et Christelle Pananzila. Chacune un peu sa spécialité. Et on se dit, ben, ok, on va monter en place un festival qui va faire rayonner, mettre en lumière les talents des afrodescendants. Alors, je ne sais pas comment on les appelle, les diaspos, les migrants, les racisés, les afrodescendants, Encore un autre les terme. afropéens, tout ce que vous voulez, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Mais en tout cas, le point commun, c'est qu'on se ressemble quand même un peu. Voilà, qu'ils aient cet espace-là. Voilà. Alors évidemment, c'est très, ça reste malgré tout ce système où tu viens et tout. Et donc, comment ne pas être la Libye, le token de genre de ci, de ça et tout. Mais malgré tout, on entre vers la porte, tu ouvres un peu plus grand et tu fais rentrer la famille. Et pas qu'artistique. Je veux des scientifiques, je veux des gens de l'associatif, je veux des passants, on est à Scarbeck, je veux que les gens qui rentrent à Scarbeck, parce qu'en plus moi je suis Bruxelles, je suis née à Bruxelles, donc Scarbeck, c'était les premiers couleurs café, c'était les soirées, c'était des trucs comme ça et tout, donc je veux que les gens puissent revenir comme quand tu étais là, tu passes, il était l'heure, et puis tu es dans le tiers-quart, et puis tu dis ok j'y vais, que tu te sentes de nouveau à l'aise pour rentrer là. Et c'était ça un peu l'objectif de ce festival, quoi, de créer pendant 3 semaines la rencontre. Mais aussi donc de faire une espèce de pont avec les artistes ou jeunes pousses, on va dire, sur le continent. Et donc, il y avait différents projets aussi. Il y a un projet parallèle que j'ai mené là, qui s'appelait Gens de Bruxelles sur les marchés à Bruxelles. Et ça, c'était une récolte de portraits, de petites histoires sur justement les afro-descendants. Et c'était qu'est-ce que c'est, enfin, quand on te pose la question d'où viens-tu, comment tu réponds à ça? Il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec cette question. Il y a des gens qui vont être calés à répondre parce que c'était sur les marchés. Donc, qui allaient te dire de Bamako, de Keene, de chez le dentiste, de l'église, du poissonnier, et puis je vais là, et puis c'est que viens-tu chercher, et c'était faire entendre ces voilà. Donc l'idée c'était de noter ces petites les réponses, de faire un petit pola, et puis après de broder en fait les portraits. Donc j'ai fait ça avec Audrey Marion qui est styliste aussi et puis artiste aussi visuel, et après on a brodé en fait tous ces portraits, et c'était faire des différents marchés parce que les afrodescendants c'est pas que Châtelain, mais c'est pas que la gare du Midi non plus. Et alors évidemment qu'elles puissent revenir si possible, et donc de se voir là en œuvre d'art. Et de savoir que leur histoire est précieuse aussi. Et ça, c'était donc Jean de Bruxelles et Bruxelles Africapitale donc de l'année passée. Puis cette année, donc on voulait remettre le couvert parce que je voulais justement, c'était important pour moi qu'on se dise pas c'est un one shot, c'est par hasard. Donc quand on s'est dit ok, on va faire une seconde édition, il y a l'expo Great Black Music là, donc jusqu'au 17 janvier, je pense que c'est ça. C'était comment on peut proposer quelque chose qui accompagne cette expo, et en travaillant sur la résistance et les figures de résistance, et avec la menace Covid, la pandémie et ce qui va refermer. Donc très vite, je me suis dit, il faut qu'on prévoie quand même malgré tout. C'est pas la panacée, online. mais la version online. C'est pour garder cette trace-là. C'est pas la panacée, mais en même temps, sinon on ne pouvait pas produire, il n'y avait rien. C'est comme ça qu'on a conçu ce programme-là, et donc il y a eu correspondance. Là, c'était un projet de lettres, et c'était ce qu'on on aura envie de dire à une figure de la résistance ou bien à un artiste qui nous inspire, qui nous a accompagnés, nous a inspirés. Tout ça. Et pour moi, de nouveau, était important
de multiplier les récits. Qu'il y ait... parce que, évidemment, dans mon fantasme, c'était laisser une boîte pour que les voisins aussi puissent laisser leur histoire. Avec cette fracture numérique qui est concrète, donc je me disais, la bonne vieille boîte que tu laisses à l'intérieur du théâtre pour envoyer ton courrier, comme le mail, etc. Et tout, parce qu'on l'a vu aussi avec Covid et les écoles l'ont vu, c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur dans tous les foyers, il n'y a pas de connexion Internet dans tous les foyers. Et donc ça aussi, ça me préoccupait. Et à côté de ça, on accompagnait ça lors de concerts. Il y a eu des artistes qui venaient d'Anvers ou néerlandophones, donc Mama Zoppelma. Il y a eu des chanteuses aussi, Chama Bongo, Leila Amézian. Il y a eu Lisette Lombé, Joël Sambi et Splitter aussi qui sont venus. Là, il y a encore un artiste qui va venir, Ziza Youssouf, donc qui fait du blues mauritanien, je pense. Tu peux reciter cet artiste virtuose de la kora Et alors, ça, c'est Mamadou Dramé. Ouais. Ça, c'est un coup de cœur que j'ai rencontré. D'abord, c'est un festival qui s'appelle Jem Jet, qui font un boulot de fou. Ils font l'outdoor et l'indoor. C'est magnifique, ce festival. C'est quand tu sais que c'est une ASBL et que c'est... voilà, de la bonne volonté, beaucoup de travail et de la détermination, tu fais waouh. Et il y avait la version indoor et ils invitaient aussi les artistes. Et là, c'est là que j'ai entendu Mamadou pour la première fois. Et c'est un coup de foudre, quoi. C'est un virtuose, c'est une sensibilité à la kora. C'est un son tellement singulier et puis tellement chargé. Il y a des accords comme ça de guitare qui t'amènent quelque part, de piano et... Puis de kora, de balafon, de et tout, tu fais ok, là on y est. Et c'est très beau. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'il est jeune. Il est jeune, il a une petite dégaine comme ça, un peu, tu vois, de jeune rappeur. En plus, t'as l'impression qu'il est resté coincé un peu dans les années 90, tu vois. Voilà, donc c'est très drôle. Et tout se déploie, quoi. T'as un continent qui s'offre à toi à ce moment-là, et c'est pas un cliché. Et en même temps, il y a quelque chose de très moderne dans sa façon de jouer, parce que je connais pas plus que ça en plus, voilà. Mais qui fait que ça connecte. Et puis plus tard, on a fait des duos pour les Lingers, qui est une association qui organise des cafés littéraires, et souvent à l'arrache, quoi. Donc on reçoit le texte comme ça et tout, puis bim bam, puis il me suit, c'est de l'écoute. Il me suit, je le suis, on laisse la place, on dialogue, parce que c'est même pas il me suit, c'est trop prétentieux. C'est la kora à sa place, elle a son langage, et donc je l'écoute, je laisse sa place, puis il me laisse. Et ce qui est drôle pour l'enregistrement, c'est que Mamadou n'avait aucun texte. Donc j'étais un peu en triangulation, comme ça, parce que moi je les avais, parce qu'alors il écoute, mais il est en total impro lors de cette captation, qui est quand même en une séquence, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'il y a des moments où, ça étouffe un peu la voix, mais c'est pas très grave. Alors, il s'excuse un peu et on essaie. Et donc, j'étais un peu chef d'orchestre, là, à ce moment-là, c'est vrai. Ok, là, tu dois laisser, mais c'est très, très beau. Et c'est cette écoute-là. Ça, c'est Mamadou Dramé. Et il est tellement, tellement talentueux que à chaque fois que je peux, j'essaye quand même de l'inviter. Magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé le concept. C'était des textes singuliers, mais quelle profondeur. Quelle profondeur. Merci. Non, mais c'est ça aussi, je pense, qu'il faut se dire, et c'est pour ça, quand je dis, on questionne, tu vois, le centre et la périphérie, c'est que on a tous quelque chose à dire. Plus ou moins bien. C'est ce que ça dit, oui. C'est, voilà, moi, c'est ce qui m'importe. C'est de me dire à un moment... ça rejoint ce que je disais, c'est que c'est pas d'où on vient, dans quel contexte on a grandi. Est-ce que ce contexte-là favorise ce qu'on est aujourd'hui ou pas? On s'en fout. Peu importe d'où on vient, on a des choses à dire. On a tous quelque chose à dire. Mais maintenant, il faut voir où le dire, comment le dire. C'est tout. On a tous quelque chose à dire. Mais notre société ne nous dit pas ça. Notre société nous dit, il y a certaines personnes qui peuvent dire des choses, qui ont comme
l'illumination, comme si c'était quelque chose de magique qui nous arrivait. Non, non, on a tous quelque chose à dire. Bah déjà, je me sens très chanceuse que vous ayez pris du temps pour venir nous raconter tout ça. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, c'était un très beau mot de la fin. On a tous quelque chose à dire. Est-ce que pour les recommandations, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pas? Mais si, faisons. Faisons. Mais moi, c'est un lieu, mais alors c'est hyper nul parce que j'ai pas son adresse précise. Mais alors il va falloir Mais on cherchera et on chercher. mettra Mais en donc, c'est détail. Pépite Blues, justement. Pépite Blues? Librairie Pépite Blues, à chaque fois que je peux, je la cite. À côté de l'Insas, d'ailleurs. Ça aurait été bien qu'elle soit là plus avant. Mais voilà, c'est Lessina qui est d'ailleurs là sur le projet Correspondance, qui tient cette librairie, qui a ouvert cette librairie là il y a peut-être un an maintenant, et qui est spécialisée en littérature Afrique, Caraïbes, mais aussi anglophone, lusophone, jeunesse, art, essai, et ça fait du bien. Ça fait du bien de ne pas être rangé dans littérature du monde, quelque part dans un rayon obscur. Et Dans le fond de la librairie. voilà. Et alors, c'est une personne qui, pour moi aussi, fait partie de c'est une belle rencontre. Elle est lumineuse et précieuse et donc philosophe aussi. Et c'est vraiment ce lieu-là, Pépite Blues, Pépite Blues est j'en connais pas d'autres comme ça là dans Bruxelles. Donc il y a les classiques, tu vois, donc que tu vas trouver, et puis tout d'un coup elle va te dénicher, tu vois, les autrices ou auteurs, bah oui, lusophones ou autres, auxquels tu penses pas, et donc c'est toujours cette façon d'ouvrir cet imaginaire et ce cadre de référence, et c'est un endroit que je recommande à tout le monde. Et Rosine, Je qu'est-ce que tu as pensé? rien. Tu n'avais rien préparé. Moi, je me suis lancée là parce que j'ai envie de lire James Baldwin. Et je me suis lancée sur des podcasts sur France Culture il y a, je pense, quelques jours. Parce que je ne suis pas une grande littéraire, donc ma littérature est guidée par ce que je fais. Je dois écrire un texte pour le Japon, et je me suis dit, je pense que cette écriture-là va m'inspirer. Donc, j'ai rien lu, mais j'écoutais des podcasts hier, et il a dit une phrase qui, je ne sais pas ce que ça veut dire encore, mais j'aimerais jeter cette phrase-là. Il a dit quand on parle de noir, vous devenez blanc. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, parce que je travaille encore sur cette phrase et je veux juste la jeter comme ça, et en réflexion. Est-ce qu'on clôture tout doucement ou... Il y a quand même un petit truc, parce que ça va être mon... Est-ce que je peux le dire? Ça va passer quand? Le 5 janvier? Enfin, Non, super. Au début janvier. Début janvier. Ouais. Alors c'est super. Début mi-janvier. Parce que alors je peux dévoiler, pardon, aussi ça qui est assez drôle aussi, c'est Le Dérangeur, donc Collectif Piment, petit lexique en voie de décolonisation, qui est super. Donc moi ça va être mon cadeau un peu aux frères, sœurs, et c'est tout, parce que c'est voilà, c'est un petit lexique de décolonisation, c'est bien fichu, c'est très documenté, sourcé, et en même temps le ton est très léger, sans enlever cette espèce de profondeur, et ça se lit facilement. Et oui, et pour conclure, pardon, vraiment, enfin, pas conclure, pardon, mais j'aime aussi cette idée qu'on peut multiplier les outils de communication. Parce que oui, on n'est pas tous, justement, comme je disais, on n'a pas tous d'ordi, on n'a pas tous une bibliothèque de fou, on n'a pas tous accès, tu vois, on n'a pas... Enfin, voilà, on n'a pas tous les mêmes capacités. Donc moi, j'aime bien cette idée que les podcasts existent, que les audiolibres existent, voilà, qu'on déplace les représentations dans les aubettes de bus ou dans les métros, dans les trucs. Et c'est pas un petit côté anard, mais c'est là où on revient à la mission tu vois, d'utilité publique, quoi, au service public. Et c'est peut-être aussi ça, c'est que l'art, le théâtre est venu à moi comme ça.
c'est pas parce que tout d'un coup j'avais des parents qui m'amenaient au théâtre des Martyrs, tu vois, ou à l'opéra et ça, mais et c'est ces biais-là, et c'est peut-être aussi pour ça que aussi la musique ou le hip-hop me plaisait aussi. C'était cette espèce de culture populaire dans vraiment le bon sens vraiment du terme. Et donc je pense que quand je dis on a tous quelque chose à dire, c'est il faut y aller, et puis il faut pas forcer, mais comment, voilà. C'est cette chose-là, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule voie, quoi. Et que donc, du coup... Décloisonner les trajectoires. Complètement, tu vois. Ouais, les canaux de diffusion. Voilà. Les canons de diffusion, les trajectoires, on se dit que parce que tu es actrice et que enfant, voilà, tu faisais, je suis cinéaste, les classiques de cinéma, je les ai découverts ici, j'en connaissais rien du tout. Donc, décloisonner cette idée, c'est quoi une trajectoire ? Une trajectoire, est-ce qu'elle vient absolument de quelque chose ? C'est ça. Et décloisonner des manières de communiquer, heureusement, Internet. Parce que pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, on devrait dépendre d'une radio, il y a quelques années. Donc, merci Internet. Merci Internet. Et merci à vous. Merci beaucoup. Je le répète parce que c'est vraiment vrai, on est hyper heureux d'avoir reçu Rosine Ebouanga pour Amour, Gloire et Chips, qui plus est pour inaugurer l'an 2021. Merci à elle, merci à vous d'être fidèles au poste. On a plein de grandes ambitions pour ce podcast, alors si vous avez du bel argent qui traîne, sachez qu'il nous sera fort utile. On a un Patreon pour ça. Et sinon, continuez de partager, liker, commenter et mettre des étoiles. Ça nous fait très chaud au cœur. À tout vite.